messieurs, chers amis, bonsoir. Alors, pour la deuxième fois, je me retrouve face à vous dans cette belle salle de la Maison de la Poésie où Olivier Chaudenson a la gentillesse de nous accueillir pour la soirée inaugurale de ce printemps de la traduction. Alors, cette manifestation consiste à mettre en présence des traducteurs et leurs lecteurs, parce que cela nous semble la meilleure façon de répondre à la curiosité du public par rapport à notre métier. Alors, pour ce faire, comme l'année dernière, nous avons noué des partenariats avec des librairies indépendantes et des bibliothèques, parce que les librairies indépendantes et les bibliothèques sont avec nous sur la lutte pour la défense d'une littérature qui soit hétérogène, qui soit diverse et qui soit riche de ses différences. Voilà pourquoi nous avons sélectionné 9 romans écrits dans 8 langues sources, de mémoire le japonais, le chinois, le russe, l'allemand, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le portugais du Brésil. Et nous avons bien entendu sélectionné ces romans par rapport à leur qualité littéraire intrinsèque, mais aussi par rapport à la qualité de leur traduction. Et cela va permettre à 9 traducteurs d'aller au-devant du public, dans des librairies, et de présenter leur travail et la façon dont ils l'abordent. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, Atlas est une association trentenaire, et même un peu plus que trentenaire. Et le Printemps de la traduction, en fait, est l'héritier d'une ancienne journée qui s'appelait la Journée de printemps. Et nous avons absolument tenu à conserver cette journée dans notre nouvelle programmation. Et donc, elle aura lieu dans les locaux de la SGDL, à l'hôtel de Massa, dans le 14e, ce samedi. Et nous y proposons des ateliers, là encore, dans une diversité de langues maximum, puisque nous avons même inclus cette année un atelier en latin et un en français du Moyen-Âge. Et moi, j'aurai le plaisir d'animer un tournoi de traduction qui va s'articuler autour de poèmes écrits par André Alexis, en suivant une contrainte oulipienne inventée par François Karadec. Et Étienne Balibar viendra, dans le cadre d'une carte blanche, nous parler de politique et traduction. Alors évidemment, la traduction, comme l'art et la culture en général, est éminemment politique, mais Étienne Balibar, qui a beaucoup travaillé la question, viendra nous expliquer pourquoi, comment. Alors oui, les ateliers aussi. Il y a une autre forme d'atelier qui nous tient très à cœur. C'est Dominique Vitos qui en a eu l'idée et qui s'est attelé à la développer. Et ça fait à peu près 1 an que nous organisons cette chose que nous appelons les ateliers traducteurs d'un jour. En fait, ces ateliers permettent à des gens que la traduction intéresse mais qui ne s'y sont jamais essayés de pratiquer un acte de traduction à l'aide d'un traducteur évidemment expérimenté. Et ils sont ouverts au public. Alors celui de cette année se déroulera à la bibliothèque Oscar Wilde, dans le 20e arrondissement. Bien sûr, nous avons un site où vous pouvez aller voir tous les détails de tous ces événements, les heures, les lieux, etc. Et il y a également des programmes dans l'entrée où tout ça est très bien expliqué. La soirée de clôture, parce que nous avons voulu quelque part que cette manifestation soit également festive. Et la soirée de clôture aura lieu dans un bar en bord de Seine, dans le 4e arrondissement, les Nautes. C'est un bar qui dispose de 2 terrasses, donc j'espère qu'il fera beau dimanche soir et que nous pourrons en profiter. Et donc je disais festif, pourquoi ? Parce que il y aura un groupe, Victorian the Giddies. Nous remettrons les prix du grand concours de traduction œnologique que nous avons co-organisé avec l'Union des traducteurs et des non-traducteurs de Villiers-Morgon. Et oui, et les lauréats vont gagner, il y a 3 prix décernés, et les lauréats gagneront chacun
3 Magnum et un Jéroboam de Morgon-la-Pierre 2015. Donc voilà, il fallait participer. Pour ceux qui n'ont pas participé, c'est trop tard. Il fallait envoyer vos textes avant le 20 mai. En tout cas, voilà. Puis il y aura un DJ qui fera danser les couches tard. Quant à ce soir, eh bien, je vais bientôt céder la place à Tiffaine Samoyo, on est très reconnaissant qu'elle ait accepté de faire notre conférence inaugurale, et elle va nous parler de la traduction en tant que lieu de conflit systémique. Ensuite, après un bref entracte, vous pourrez assister à une représentation des encres fraîches. Alors, les encres fraîches, qu'est-ce que c'est ? Il se trouve qu'à Atlas, nous avons un programme qui s'appelle la Fabrique des traducteurs. Ce programme consiste à mettre des jeunes traducteurs en doublet, c'est-à-dire que par exemple là, la séance qui vient de se terminer, qui a duré 10 semaines, c'était une fabrique franco-arabe, et nous prenons donc 3 traducteurs français qui traduisent vers l'arabe et 3 traducteurs de langue arabe qui traduisent vers le français. Nous créons comme ça 3 doublets de traducteurs, et ils travaillent pendant 10 semaines sur leurs textes sous l'égide, ou avec les conseils de traducteurs expérimentés. Et ce programme poursuit 2 buts. Mettre le pied à l'étrier à des jeunes traducteurs et contribuer à la diffusion de la culture française à l'international, mais également à l'importation, le mot n'est pas très joli, de la culture internationale vers la France, parce que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Je vais bien évidemment terminer par des remerciements aux institutionnels qui nous épaulent et sans qui tout ce que nous faisons ne serait pas possible. Alors, bien sûr, le CNL, Vincent Monadé, Flora Belrouillet, que je remercie tout particulièrement, l'Institut français, Bruno Fouché, Judith Rose, des gens qui participent beaucoup au rayonnement de la culture en France et à l'étranger, au rayonnement de la culture française à l'étranger, et qui nous épaulent beaucoup dans notre tâche, notamment dans les fabriques. La SOFIA, qui nous a beaucoup aidés pour le printemps cette année. Le Conseil général d'Île-de-France, en la personne de Xavier Persson, et la DGLFLF, en la personne de Gade Evenou. Bien sûr, je tiens absolument à remercier tous les membres du Conseil d'Atlas et toute l'équipe du Collège international des traducteurs à Arles, qui œuvrent toute l'année pour que nous puissions faire les différentes manifestations que nous organisons, et qui ont tout fait pour que cette édition du printemps soit encore plus belle que la précédente. Donc c'est grâce à tous ces gens-là que je peux désormais déclarer ouvert le printemps de la traduction 2016. Merci. Oui. Alors, bien sûr, maintenant je laisse la place à Tiffaine Samoyo. Vous pouvez l'accueillir. Merci. Merci Santiago, merci beaucoup pour cette invitation qui va me donner l'occasion d'expérimenter devant vous une hypothèse que j'ai eue à propos de la traduction. Mais cette hypothèse, elle prend néanmoins place dans un travail de plus grande ampleur qui vise, où j'essaye depuis quelque temps, de réinscrire du négatif dans la pensée de la traduction. Donc je l'ai déjà fait 2 fois, mais dans des directions très différentes de celles que je vais développer aujourd'hui. Dans un article qui s'intitule « Vulnérabilité de l'œuvre en traduction » et qui est apparu dans la revue Genesis. Et puis dans une conférence que j'ai donnée à la Sorbonne l'année dernière et qui s'appelle « Traduction et violence ». Alors toute cette réflexion prend acte de la généralisation contemporaine d'un discours positif sur la traduction, que l'on considère comme facteur de pluralité, d'ouverture, de relations éthiques à l'autre, et qui, donc ce discours positif, qui fait de la traduction le plus souvent désormais l'antonyme
de la guerre ou l'antonyme du conflit. Et ce que je veux essayer de faire, c'est de montrer que ce consensus autour de la traduction la prive d'une part importante de sa force pensive. Outre que la traduction joue un rôle parfois décisif et d'ailleurs très peu à son avantage dans les processus de guerre, comme par exemple l'a montré Emily Apter à propos de la guerre en Irak, ou bien Mona Baker pour le conflit israélo-palestinien, ou encore en français Alain Ricard pour le contexte de l'apartheid. La traduction est aussi l'espace irréductible d'une confrontation. Et de tous les objets de pensée, enfin de tous ceux sur lesquels je me suis penchée en tout cas, il en est peu qui soient à ce point non solubles dans la dialectique, qui restent si obstinément attachés aux deux, à la différence et à l'opposition. Ainsi, placer la langue de la traduction dans le vocabulaire du consensus démocratique ne va pas sans paradoxe ni sans difficulté. L'opération implique bien sûr de réduire, d'affaiblir, voire de nier totalement tous les conflits qui sont inscrits en elle. Ce tournant éthique de la traduction, révélateur d'ailleurs d'une mutation du discours politique général, qui va dans ce sens, où il s'agit de parvenir aussi à une société pacifiée, sans conflit, de vivre dans un monde sans ennemis. Ce tournant éthique s'impose au prix d'une réduction de la différence entre l'un ou soi et l'autre, d'une confiance sans doute assez trompeuse dans la réciprocité et dans l'empathie. Ce sont ces paradoxes et ces difficultés que j'aimerais en partie défaire devant vous aujourd'hui pour redonner à la traduction son potentiel de négativité active. La négativité de la traduction ne tient pas seulement à la perte supposée qui se produit dans le passage d'une langue à l'autre. Comme espace de la relation, la traduction est aussi le lieu d'un conflit qu'il s'agit de réguler pour préserver une forme de pluralisme. Et je donne à cette sorte d'antagonisme apprivoisé le nom de traduction agonique. Son potentiel me semble à la fois théorique, puisqu'il s'agit de penser l'envers de la dialectique, politique, comment penser la différence qui ne se réduit pas, le conflit qui ne se résout pas, mais aussi pratique. Je sais que beaucoup de gens qui sont ici ce soir pratiquent la traduction et ils connaissent bien des aspects scéniques de cette confrontation conflictuelle avec l'autre, l'autre langue, l'autre auteur, l'autre texte, etc. Donc je vais commencer par montrer par quelle voie, dans quelle mesure la traduction est prise aujourd'hui dans le discours du consensus, en indiquant aussi comment cela constitue une mutation discursive par rapport à des discours antérieurs et dans l'histoire longue aussi des discours sur la traduction. Puis j'évoquerai les lieux où la traduction continue à faire jouer les conflits, des polémiques du traduire ou des polémiques dans le traduire. Enfin, je m'appuierai, certains l'ont peut-être entendu, sur le travail de philosophie politique de Chantal Mouffe, tel qu'elle le développe en particulier dans Agonistique ou dans L'illusion du consensus, pour définir et présenter ce que j'appelle la traduction agonique. Alors qu'il s'agisse de discours théoriques ou de discours institutionnels, qu'ils s'écrivent en français, en anglais ou dans toute autre langue, le discours contemporain sur la traduction, j'ai commencé par là, favorise la positivité du geste. Il peut être le révélateur de la vérité, chez Gadamer, synonyme de pensée, chez Benjamin. Il peut être hospitalité, chez Berman, chez Ricoeur, garant de la pluralité contre l'ontologie, c'est le discours introductif du vocabulaire européen des philosophies, garant de la pluralité contre l'hégémonie de la langue unique. C'est en particulier ce que développe Barbara Cassin. Avec les réserves de rigueur, les malgrés de la résistance des œuvres à la traduction et des difficultés du traduire, ce discours s'exprime sur un plan institutionnel autant que sur un plan philosophique et théorique. Il est ainsi intéressant de commencer par mettre en rapport ces deux discours. On a d'un côté des exemples de discours institutionnels,
qu'on entend dans la bouche de certains experts ou chargés de mission dans les organismes internationaux. Bon, j'en cite un comme exemple, de Michael Meunier, qui travaille à la Direction générale de la traduction à la Commission européenne. L'Union européenne, c'est une communauté de peuples, de valeurs, c'est une union riche de multiples diversités, diversité religieuse, diversité linguistique, diversité ethnique. Non pas un simple mélange, mais une véritable mosaïque. Et c'est ce type de diversité qui fait de l'Europe ce qu'elle est devenue, donc là c'est ça qui m'intéresse, d'une terre de conflit à une source de richesse. C'est dans ce contexte historique et politique que travaille mon service, la Direction générale de la traduction, le plus grand service de traduction institutionnelle au monde avec 1500 traducteurs, 24 langues officielles et 552 combinaisons linguistiques possibles. Alors ce discours euphorique est relayé dans certains textes savants, par les outils de leur vulgarisation notamment. Donc là, je cite en contrepoint, mais vous allez voir que c'est le même discours, le que sais-je dû à Mikhail Ustinov, qui explique que la traduction n'est pas qu'une opération linguistique. Les langues sont inséparables de la diversité culturelle, cette diversité vitale que l'ONU, au travers de l'UNESCO, entend défendre afin d'éviter la prolifération de conflits dus au choc des cultures en ce XXIe siècle. On le rencontre aussi sous la plume de François Host, auteur de Traduire, défense et illustration du multilinguisme. Je suis convaincue qu'il existe une prédisposition éthique à l'origine du réflexe traducteur. Il me semble que sans cette position du soi-même comme un autre, la traduction est toujours menacée de devenir hégémonique, assimilatrice. Je reviendrai sur ce dernier point. Mais en attendant, on peut relever deux grandes tendances dans ces discours. La première correspond à l'exaltation de la multiplicité, que la traduction viendrait protéger contre les assauts homogénéisants de la mondialisation et de la langue mondiale. Diversité, pluralité, multilinguisme, voilà ce que la traduction entreprendrait d'exalter, même lorsque, comme François Host, on reconnaît qu'il peut y avoir une pulsion annexionniste de la traduction. La seconde tendance, c'est l'opposition marquée entre traduction comme expérience positive de l'étranger et conflit. C'est tout à fait net, ça revient dans les trois discours que je vous ai lus, mais j'aurais pu multiplier les exemples. Conflit qui serait son expérience négative ou son envers. Il est à noter par exemple que dans l'introduction du que sais-je, que j'ai lu, l'opposition se joue autour de deux termes disant le multiple, l'un positif, diversité vitale, et l'autre négatif, prolifération, bonne santé, maladie. Cette langue contemporaine de la traduction n'est que la version édulcorée, un peu irénique, du tournant éthique de la théorie de la traduction depuis Antoine Berman, Lawrence Venuti, Anthony Pym. Elle se fait effectivement le relais du discours de la philosophie. Et je vais citer ici Ricoeur, qui le synthétise parfaitement dans les conférences données entre 1997 et 1999, publiées sous le titre « Sur la traduction ». Le bonheur de traduire est un gain, dit-il, lorsque, attaché à la perte de l'absolu langagier, il accepte l'écart entre l'adéquation et l'équivalence sans adéquation. Là est son bonheur. En avouant et en assumant l'irréductibilité de la paire du propre et de l'étranger, le traducteur trouve sa récompense dans la reconnaissance du statut indépassable de la dialogicité de l'acte de traduire, comme l'horizon raisonnable du désir de traduire. En dépit, termine Ricoeur, de l'agonistique qui dramatise la tâche du traducteur, celui-ci peut trouver son bonheur dans ce que j'aimerais appeler l'hospitalité langagière. Alors là aussi, même si le vocabulaire est assez différent, on observe ces deux traits du dialogue du multiple et de l'hospitalité heureuse de l'étranger comme caractéristique de la traduction ou de ce que Ricoeur appelle, dans cette première conférence, c'est son titre, « Défi et bonheur de la traduction ». Il est intéressant toutefois de remarquer que l'agonistique n'est pas ici opposé à la traduction, contrairement à ce qui se passe dans le texte précédent que je vous ai lu, mais présenté comme une étape nécessaire de la pratique, qu'il va s'agir, par la pratique également, bien sûr, de surmonter et de dépasser. Le vocabulaire de l'hospitalité est aussi très présent chez Antoine Berman, c'est l'expression d'auberge du lointain qu'il reprend à un troubadour,
le refus de l'ethnocentrisme, la prise en compte du désir d'ouvrir l'étranger en tant qu'étranger à son propre espace de langue, ou chez Lawrence Venuti, où s'impose une éthique that takes as its idol the recognition of cultural difference. Toute situation minoritaire étant, selon lui, à même de redéfinir ce qui constitue le propre et l'étranger, the domestic and the foreign. Cette langue possède aussi un lexique technique, souvent utilisé par les traducteurs eux-mêmes, le mot de négociation, par exemple, dont Umberto Eco fait un usage immodéré en italien, negoziazione, comme Sandra Berman ou Michael Wood en anglais, negotiation, terme qui empoisonne aujourd'hui tout discours de savoir et la culture dans son ensemble. Les termes de dialogisme et d'échange, de métissage culturel, de localisation reviennent eux aussi fréquemment. Bref, tout le vocabulaire, tout l'attirail, je pourrais dire, du consensus démocratique dans les sociétés néolibérales qui reprennent à l'envi toutes les analyses de géopolitique du traduire, où la traduction est considérée comme l'une des conditions du dépassement des discours identitaires, en ce sens qu'elle offrirait des possibilités de confrontation entre les différentes réalités culturelles et permettrait de soulever, je glose un peu ce discours, de soulever un ensemble de questions touchant à la fois au fonctionnement des champs de production culturelle et aux échanges internationaux. Alors, dans l'ensemble, ce discours est d'autant plus positif et généreux qu'il ne fait pas l'impasse, ou pas toujours l'impasse, sur les difficultés de la traduction elle-même, et sur les problèmes posés par sa diffusion. Donc on insiste beaucoup en même temps sur l'inégalité des échanges, sur la hiérarchie inégalitaire du monde économique sur laquelle se calent les échanges culturels, comme le montrent bien d'ailleurs les solides analyses sociologiques conduites par Gisèle Sapiro et son équipe pour la France et par d'autres ailleurs. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour moi ici de déplorer la générosité et l'ouverture de ce discours, mais bien quand même d'en montrer l'homologie avec tout un discours post-politique, d'en relever un optimisme qui devient creux à force de se frotter à la langue de bois de la langue technocratique et d'en montrer les limites pour la pensée de la traduction. Réinscrire du négatif n'implique pas un retournement purement rhétorique de ce discours qui, comme je l'ai souligné, sait rappeler la part centrale de la confrontation et les risques qu'elle suppose. Mais justement, ce qui me paraît intéressant et ce dans quoi je ne voudrais pas rentrer, c'est qu'elle le fait en inscrivant la traduction dans le cadre d'une analyse des risques, qui est l'espace principal de gestion des conflits dans les instances internationales aujourd'hui. Réinscrire du négatif, c'est faire des antagonismes de la traduction des forces vives, des forces de veille, de vigilance, des forces de malentendu aussi, qui conduisent à ne rien considérer comme définitivement acquis. C'est aussi rappeler que ce discours n'a pas toujours prévalu. Quand la traduction était l'exercice du renforcement de soi, plutôt que celui de l'accueil de l'autre, il mettait certes en œuvre des lieux communs identitaires dont on ne peut que se réjouir de s'être débarrassé, mais il ne masquait pas l'espace de la lutte, qui était aussi un espace mobile. Je renvoie à ce sujet aux analyses récentes dans la langue mondiale de Pascal Casanova sur le Zimbaldone et de Leopardi. Il ne s'agit en aucun cas pour moi de revenir à ce discours ethnocentrique, mais de rappeler les antagonismes fonciers qui sont au cœur du traduire, afin de mettre au jour le potentiel de résistance qui est dans certains d'entre eux. Alors, je vais commencer par évoquer deux antagonismes qui n'en sont pas vraiment, car ils sont en quelque sorte extérieurs à la traduction elle-même. Mais il me paraît intéressant quand même de les nommer. Le premier de ces antagonismes est extérieur à la traduction puisqu'il conduit au rejet pur et simple de la traduction. C'est le premier antagonisme, qui distingue bonne et mauvaise traduction. En posant qu'il y a des bonnes traductions, à mon avis, on minimise l'opposition. On ne l'amène que contre certaines traductions, en maintenant l'illusion d'un monde parfait ou d'un horizon utopique où, enfin, tous les conflits seraient réglés et toutes les traductions seraient bonnes. Le champion de cette polémique, qui ne s'adresse qu'à certaines traductions, mais en fait à presque toutes,
c'est Henri Méchonic, qui finit par faire de la bonne traduction celle qui n'est plus une traduction. Alors, tous les lecteurs d'Henri Méchonic sont sensibles à l'acuité de ses armes critiques, à son rejet parfois violent de ce qu'il appelle « mauvaise traduction ». Il s'en sert pour avancer une théorie du langage et une pensée du rythme qui sont absolument majeures. Mais si l'on s'en tient à l'énoncé de l'antagonisme, ce qui est mon propos ici, on observe qu'il est déplacé, que cet antagonisme n'est plus inhérent à la traduction, mais qu'il est inscrit dans les incompétences du traducteur. En identifiant la traduction à l'écriture même, c'est le titre du dernier chapitre de Poétique du traduire, si traduire est écrire, Méchonic occulte la différence. Il fait de la bonne traduction celle qui s'est affranchie des conflits insolubles, des contradictions et des malentendus de la traduction. Je le cite, « Les bonnes traductions sont exemplaires en ceci que, contrairement au caractère périssable donné pour inhérent à la traduction, parenthèse, comme si la traduction était dans son essence identifiée à la mauvaise traduction, elle montre que la traduction réussie ne se refait pas. Elle a l'historicité des œuvres originales. Elle reste un texte, malgré et avec son vieillissement. Les traductions sont alors des œuvres, une écriture, et font partie des œuvres. » Alors, ce qui me frappe ici, je l'ai souligné, c'est la parenthèse. Comme si la traduction était, dans son essence, identifiée à la mauvaise traduction. Ce qui apparaît à Méchonic comme une absurdité est au contraire, selon moi, ce qui constitue la force pensive de la traduction. Que d'une certaine manière, elle soit toujours mauvaise, qu'elles doivent toujours être reprises, qu'elles vieillissent, qu'elles ne soient, pour le dire mieux peut-être, jamais parfaitement bonnes, mais seulement relativement bonnes, et qu'elles ne se confondent pas, précisément, avec l'œuvre. La confrontation est ici, chez Méchonic, celle de l'idée de traduction avec l'idée de littérature, au profit d'une généralisation de celle de littérature. La bonne traduction étant celle qui est devenue littérature, donc qui n'est plus traduction. Elle fait disparaître, me semble-t-il, cette opposition, le conflit entre le texte et son double, en faisant en quelque sorte deux corps identiques dans leurs principes et dans leur fonctionnement. Conflit que pourtant la traduction ne cesse de mettre en scène, même, et je prends mon exemple volontairement là, lorsqu'elle fait partie du processus de l'œuvre elle-même, comme chez Beckett. Ainsi, lorsque Beckett traduit dans Malone Dies cette phrase de Malone meurt, « bien les posséder dans ma tête par « I knew them off by heart », il se moque de l'équivalence linguistique possible entre tête et heart. Il inscrit surtout cette puissance du conflit qui aboutit à un corps monstrueux où la tête est à la place du cœur et le cœur à la place de la tête. C'est un corps à la fois réel, celui qui confond pensée et sentiment, et métaphorique, le corps transformé et transformable de la traduction. Il est ainsi, à mon avis, faux et fade de dire que chez Beckett ou chez tous les écrivains autotraducteurs, on est en présence de deux originaux, ou que l'autotraduction fait disparaître la différence entre œuvre et traduction, puisque, on le voit bien dans cet exemple, la traduction est là pour dire que le texte, comme le corps, cesse d'être lui-même dans la traduction, et que cette dernière est là pour ça, pour que les corps soient dérangés, pour que les corps ne se ressemblent plus. Un autre antagonisme qui me paraît fausser la question de la traduction agonique, après celui qui oppose traduction et littérature en identifiant la traduction à la mauvaise traduction et en absorbant les autres dans la littérature, est celui de l'intraduisible. Sauf à recourir à des normes qui sont toujours ce que les textes littéraires défont, le statut de l'intraduisible est insaisissable objectivement. Pourtant, le caractère relatif du traductible dans le temps n'est pas l'intraduisible. Et ce qui est affaire d'interprétation n'est pas intraduisible au même titre que ce qui est affaire de langage. Ce n'est qu'à partir du moment où il n'est pas possible de rendre toutes les virtualités sémantiques, phonétiques, graphiques
qui communiquent dans un mot ou une expression, hein, ce que par exemple Jacques Derrida démontre à propos du he war ou he var de Finnegan's Wake, et de cette greffe d'une langue dans le corps de l'autre, de l'allemand dans l'anglais, qu'on se trouve bel et bien dans l'intraduisible. Là, on entend une invitation à traduire en même temps qu'une forme d'interdit, hein, énoncée par le corps monstrueux, cette fois, du substantif verbe en deux langues, hein, le war, var, de la guerre ou du passé. Il y a parfois une auto-affirmation de soi du texte littéraire qui impose ainsi son irréductibilité par son caractère intouchable. Le danger de cette auto-affirmation et celui de se reposer sur elle pour parler d'intraduisible tient au fait qu'elle conduit très rapidement sur la voie d'une mystique de l'intraduisible. L'intraduisible désignerait alors une part de beauté, de la puissance propre du texte, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'on ne pourrait ni interpréter ni traduire, qui serait pure résistance. J'aime mieux postuler que si l'intraduisible correspond bien à une résistance, à un excès du langage ou à un excès de la littérature, ceux-ci peuvent néanmoins être approchés et nous dire quelque chose de la littérature et de la langue par la traduction, justement. À ce conflit qui est rendu irréductible par la mystique, je préfère les confrontations réelles, les heurts concrets, qui font de la traduction un geste difficile. Ainsi, les antagonismes que je veux défendre, et qui sont cette manière que j'ai évoquée de réinscrire le négatif dans le discours de la traduction, tiennent à la fois à la guerre des langues et aux différentes manières d'habiter, et également aux opérations destructives, concrètes de la pratique, qui, on va le voir, ne sont pas à penser seulement comme des problèmes ou des pertes, mais peuvent déboucher sur une autre politique de la traduction. Alors la guerre des langues, ce n'est pas seulement leur différence, ce n'est pas seulement leur hétérogénéité que la traduction prétendrait surmonter, comme si cette traduction était le remède définitif d'un grand mal. Ce n'est pas l'hétérogénéité des langues entre elles qui fait problème, écrit Méchonic, qui sait lui aussi débusquer, avec son sens de la polémique, les problèmes d'un discours trop lénifiant sur le traduire, c'est l'enseignement de la transparence et de l'effacement. L'idée régnante continue, malgré tout ce qui est dit et affiché, de faire comme si la diversité des langues était un mal à effacer ou à exhiber selon une maladie infantile de l'altérité. Donc c'est la fin de la citation de Méchonic. C'est ainsi que faire de Babel la fable de la traduction, comme c'est presque partout le cas, on n'en finirait pas d'énumérer tous les livres sur la traduction qui commencent par une relecture du texte de la Genèse, ou qui même le portent en titre, c'est inscrire l'idée d'une réparation. C'est affirmer que le consensus et l'entente sont des biens originaires, et que la traduction pour la langue, la politique pour les sociétés, serait là pour les réinstaurer. Or, la guerre des langues, c'est aussi celle que chacun porte en soi. Chacun porte en soi une guerre des langues, entre langue maternelle et langue nationale, ou langue institution, entre la langue insu et les langues apprises, entre langue intime, langue intérieure et langue du monde, entre langue maternelle et langues étrangères, etc. La configuration de cet espace de conflit est différente pour chacun. Mais concrètement, la traduction en joue à chaque fois une partie, une bataille, pourrait-on dire. Et c'est sans doute en raison de la prise en compte de cette lutte, de cette confrontation, qui prend un tour intime, qu'Antoine Berman fait l'hypothèse de la troisième langue, instrument d'une remédiation, d'un apaisement des ardeurs de la confrontation. Ce souci de la résolution des conflits portés par la traduction, que j'ai déjà noté à propos de l'éthique du traduire de Berman, est ce qui lui fait penser ce qu'il appelle le cœur maternel de la langue, comme une bonté du traducteur, une vertu de la traduction comme espace d'accueil. Je le cite, « Pour le cœur maternel de la langue maternelle, toutes langues sont proches parentes. » C'est la fin de la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain. Travaillant au plus près de ce cœur,
la traduction de la lettre découvre la parenté non philologique, non linguistique des langues. Voilà ce que dit Berman. Donc là, cette question, il en fait, selon son programme éthique, une vertu. Or, il me semble qu'on peut aussi penser ce rapport personnel et intime du traducteur à sa langue, ou plus abstraitement même de la traduction à la langue de la traduction, non comme un accord et une communion, comme le fait Berman, mais comme l'inscription d'une rivalité ou d'un antagonisme maintenu. Alors, je ne vais pas bien sûr revenir sur le discours sur la supériorité d'une langue sur les autres, si fréquemment rencontré dans les discours de traducteurs ou sur la traduction jusqu'au début du XXe siècle. Mais il paraît important de continuer à prendre en compte cette idée que pour chacun, même pour des traducteurs bilingues, les langues ne sont pas placées au même niveau, que la langue vers laquelle on va n'est pas habitée de la même manière que celle de laquelle on part, que les résistances de part et d'autre ne sont pas de la même nature, que la langue que l'on modèle, que l'on travaille pour traduire, implique et crée une familiarité. Si cette hiérarchie implicite des langues n'est pas un fait objectivable, si elle reste éminemment variable, elle manifeste néanmoins son emprise. Supériorité au départ de la langue qu'on traduit, par le fait même qu'on la traduit, supériorité à l'arrivée de la langue dans laquelle on traduit, car elle a progressivement pris le pas et recouvert la langue d'origine. Le deuxième antagonisme est plus conflictuel encore puisqu'il apparaît dans la prise en compte du caractère destructeur de l'opération de traduction. Celle-ci, en effet, ne se contente pas de recouvrir d'un autre énoncé l'énoncé de départ, elle entreprend aussi de mettre l'œuvre en loques, en haillons, à mettre un tout en pièces, à le rendre discontinu, à atteindre à son intégrité. Puisque le texte peut être touché, déporté, transformé, éventuellement malmené, il est fragilisé par la traduction. Il est fragilisé par la traduction qui place ce même dans un état de différence. Il y a ainsi ce que j'appellerais un pouvoir délabrant de la traduction, qui la reconduit à l'état de brouillon, toujours à améliorer, toujours à refaire. Alors cette idée des traductions comme brouillon postérieur de l'œuvre peut s'apparenter à un dessin à la fois second et peut-être supérieur de la traduction, supérieur au but premier qui est de transmission et de passage d'une langue à l'autre. Dessin qui est de transformer l'œuvre en ébauche, de la rendre à son labeur, de la rendre à sa reprise, à ses remords, à son infini, en un mot, son non fini. Dans une belle analyse de différentes traductions en anglais et en chinois du poème de Baudelaire « Une charogne », sous le titre « Death and Translation », Hans Saucy développe une pensée de la traduction qui n'est ni reproduction, ni mimésis, ni dialogue, mais procédure de digestion et d'appropriation, par quoi le même devient l'autre. Mais comme le suggère le poème lui-même, Une charogne, je ne sais pas si vous l'avez dans la tête, mais enfin le titre est suffisamment éloquent, ce processus ne donne pas lieu à l'émergence d'une nouvelle forme, comme on dit parfois, ou d'un nouveau corps, mais à une ébauche lente à venir, comme dit le poème de Baudelaire à propos de la charogne, et qui montre que la forme ne se transporte pas. Il faut qu'il y ait dislocation, putréfaction, décomposition, pour que se donne à lire le mouvement par quoi la forme advient. C'est ce que permettrait la traduction, non pas une juxtaposition de deux formes non identiques, mais l'essence même de la formation. Le mouvement inlassable par quoi s'approprier, c'est être approprié, ou manger, c'est être mangé, et traduire, c'est être traduit. Et Saucy cite la scène 3 du 4e acte de Hamlet, Now Hamlet wears Polonius, at supper, not where he eats, but where he is eaten. Parce que la traduction ne retient que des morceaux et des fragments qu'elle recompose dans un autre langage, elle est proche de cette expérience au-delà de sa limite, celle qui permet de regarder, en quelque sorte, de regarder la mort en face, comme ce dont il s'agit dans le poème de Baudelaire.
aussi, en même temps, de prendre en charge la transmission et la survie d'une autre manière, hein, dans une forme d'apprivoisement de l'affrontement. C'est ce que j'appelle donc la traduction agonique. Je reprends, je le disais en commençant, de la philosophe de la politique Chantal Mouffe, ce terme d'agonisme, qui définit, hein, une forme d'antagonisme apprivoisé. C'est aussi l'adjectif qu'elle utilise pour évoquer la transformation d'une lutte entre ennemis, hein, d'un côté, ça c'est l'antagonisme non apprivoisé, et en une confrontation entre adversaires, hein, donc d'accord quand même sur certaines valeurs, et donc ça c'est l'antagonisme apprivoisé qu'elle appelle agonisme. L'agonisme, contrairement au consensus ou au dialogue, souligne une négativité possible, une négativité impossible à déraciner, hein, une négativité qui est maintenue, puisque, écrit-elle, tout ordre est instauré à travers l'exclusion d'autres possibilités. Les questions politiques, écrit-elle, impliquent toujours des décisions qui exigent que l'on fasse un choix entre plusieurs options en conflit. La traduction agonique est ainsi celle qui maintient les forces de conflit inhérentes à la traduction, entre les langues, entre l'esprit et la lettre, entre l'original et les traductions, hein, entre différentes traductions d'un même texte, entre différentes options qui se proposent et parmi lesquelles il faut choisir. Donc la traduction agonique maintient, hein, ces conflits et s'en sert pour affirmer une position, pour prendre une décision. C'est donc en termes politiques que je propose de penser la traduction et non en termes éthiques, selon un modèle qui ne serait plus celui de la négociation, mais un modèle adversarial. Le conflit existe, il est affronté, il n'est pas déjoué. Le traducteur est amené à prendre une décision et à l'affirmer contre d'autres possibles. De même que sa traduction s'affirme à la fois avec et contre l'original, avec et contre la ou les traductions précédentes lorsqu'elles existent. Cette décision peut bien sûr porter sur des choix structurels. On peut en prendre que quelques exemples, hein, choisir de traduire en vers le vers ou en prose, par exemple, ou selon tel registre de langue, etc. Mais elle s'affirme aussi constamment, hein, à chaque instant, dans les choix micros, hein, telle réduction de la polysémie, hein, tel sens d'un mot, telle direction d'interprétation ou de la lecture. Chaque décision prise en ce sens peut être reconnue comme un règlement autoritaire du conflit et non comme la recherche d'un compromis entre des intérêts concurrents. C'est pourquoi l'application de la langue du consensus au discours de la traduction ne me paraît pas juste. Et pire, cette application ne rend pas compte du potentiel politique inhérent au traduire lui-même. Parce que le « de » dans la traduction ne se ramène jamais pleinement à de l'un, parce que la traduction nous rappelle que le pluriel ne peut pas être absolument respecté. Elle permet dès lors de penser les méthodes par quoi on peut réguler la confrontation ou bien minimiser la réduction du pluriel. Pour détruire le moins possible, il importe de ne pas négliger que l'on détruit quand même. Une autre caractéristique de ce modèle adversarial pour penser la traduction est qu'elle reconnaît des frontières entre l'un et l'autre, entre deux identités distinctes. Il ne s'agit pas, là encore, de revenir à un discours essentialisant qui enferme les identités dans leurs propriétés distinctives, mais de remettre en cause la validité de l'échange généralisé qui brouille les frontières et prône une réciprocité sans doute mensongère, hein, sauf à être poussée à sa limite extrême. Je détruis l'autre, mais je me laisse être détruit par lui. L'extériorité constitutive que représente la langue et l'autre qu'elle est un indépassable qui interdit qu'on s'asseye sur le désaccord. Enfin, une dernière caractéristique tient au caractère affectif de certaines identifications, à des œuvres, à des langues, à des choix que l'on fait en traduisant. Ces identifications multiples font qu'on se reconnaît dans l'autre, hein, au point, n'ayons pas peur de le dire, de se l'approprier, de le déplacer et de le changer. Ce geste est hégémonique.